Bonjour tout le monde, bienvenue encore une fois à notre route de pathologie. Aujourd'hui, le sujet de notre conférence, les troubles circulatoires. Il y a quelques chapitres dans notre conférence. On va discuter sur le sujet de l'œdème et effusion, la stase et congestion active et passive, les problèmes hémorragiques, problèmes de circulatoire hémorragique, les problèmes avec l'hémostase, le thrombose et embolie. Puis aussi, on va discuter sur le sujet de troubles circulatoires systémiques, c'est le tas de choc qui est connecté avec l'hémorragie, premièrement. Puis aussi la coagulation intravasculaire disséminée qui est connectée avec le thrombose. Le contexte de notre conférence, je pense qu'il n'y a pas de dope qui c'est le sujet vraiment important parce que la mortalité et puis la morbidité de ce problème de circulatoire, trouble circulatoire est vraiment important par tout le monde. Donc, œdème. L'œdème est une augmentation de la quantité d'eau dans les espaces extravasculaires. Donc, c'est le trouble qui perturbe la fonction cardiovasculaire, rénale ou hépatique est marqué par l'accumulation de liquide dans le tissu. Par exemple, c'est l'œdème ou les cavités corporelles, épanchement. En fait, il y a un équilibre de liquide dans notre tissu. Cet équilibre supporté par le forte hydrostatique par artère, puis le forte osmotique qui on peut trouver dans la veine. Donc cet équilibre existe normalement dans notre fluide interstitiel, mais des fois le dérangement de cet équilibre fait l'œdème dans notre tissu. Par exemple, on distingue deux types d'œdème selon qu'ils sont des phénomènes hémodynamiques ou un processus inflammatoire. Les principales causes des œdèmes, vous pouvez trouver ici, par exemple, l'augmentation de la pression hydrostatique ou anomalie de retour veineux. C'est l'insuffisance cardiaque congestive, péricardite constrictif, acide, cirrhose du foie, obstruction ou compression veineuse, thrombose, compression extrinsèque par un tumeur par exemple, immobilité prolongée des membres inférieurs, alitement, vasodilatation artériolaire, par exemple la chaleur ou dysrégulation humorale, diminution de la pression oncotique du plasma, hyperprotéinémie, glomérulopathie avec fuite protéique, syndrome néphrotique,
cirrhose de foie, encore ascite, malnutrition, gastroentéropathie avec fuite protéique, obstruction lymphatique, inflammatoire, néoplastique, après chirurgie, post-radiothérapique, rétention sodée, apport excessif de sel en cas d'insuffisance rénale, excès de réabsorption tubulaire de sodium, diminution de perfusion artérielle rénale, sécrétion excessive de rénine, angiotensine, aldostérone, inflammation aiguë, inflammation chronique, angiogénèse. Les édèmes hémodynamiques ou transsudates sont pauvres en protéines plasmatiques. Donc, ils peuvent résulter de plusieurs mécanismes. Augmentation de la pression hydrostatique dans le secteur veineux, soit édème localisé par obstacle sur une veine, soit édème généralisé par insuffisance cardiaque globale, diminution de la pression oncotique des protéines plasmatiques dans les états d'hypoprotéidémie, malnutrition sévère, protéinurie massive, insuffisance hépatique grave, rétention hydrosodée, insuffisance rénale, obstacle au drainage lymphatique, éléphantiase. Par aspect macroscopique, les tissus et organes œdémateux sont mous et pâles. Après incision, ils peuvent laisser sur l'écoulement de liquide légèrement rosé. Les édèmes prédominants dans les parties déclivées, œdème de cheville. Les tissus gardent parfois l'empreinte du doigt à la pression, signe de Godet. L'œdème peut intéresser des cavités naturelles d'organismes, séreuses, un penchement pleural, acide, cavité articulaire et hydrarthrose, l'anasarque, des signes d'un édème généralisé. Aspect microscopique. Les anomalies microscopiques sont assez subtiles à identifier. Le tissu est infiltré par une sérosité pâle, très faiblement eosinophile, écartant les uns des autres les éléments constitutifs normaux, cellules, fibres. Les édèmes lésionnels ou oxydates sont riches en protéines plasmatiques. Ils sont des augmentations de la perméabilité endothéliale. Phase initiale d'inflammation, œdème lésionnel pulmonaire à cause de syndrome de détresse respiratoire aiguë, CDRA, les adultes par exemple. Conséquences des édèmes, elles varient selon le siège, l'intensité de l'œdème, compression gênant le fonctionnement d'un organe, trouble de la fonction ventriculaire à cause d'un hydropéricarde, tamponnade, réaction inflammatoire et surinfection, complications possibles des édèmes prolongés. Décès, si l'œdème s'est développé dans une zone dangereuse,
exemple, c'est hernie du cervelet. Édème aigu de la glotte, du poumon, édème cérébral. La congestion est une augmentation de la quantité. La congestion. Maintenant, on va discuter sur le sujet de hyperémie et congestion. C'est l'augmentation du volume sanguin de le tissu. La congestion, c'est une augmentation de la quantité de sang contenu dans le vaisseau qui s'est dilaté. La congestion peut être active ou passive. Beaucoup des causes de congestion sont aussi des causes d'œdème, ce qui expliquait que les deux animaux soient souvent associés. La congestion active, en fait, c'est hyperémie. C'est la conséquence d'une augmentation de l'apport de sang artériel par vasodilatation active des artérioles de la microcirculation. Elle se traduit par une rougeur et une chaleur locale. Les organes touchés sont de poids augmenté. Elle s'observe par mécanisme nerveux réflexe par adaptation lors d'une sollicitation fonctionnelle accrue, muscle, exercice, lors de la phase initiale d'une inflammation et par la mise en jeu des médiateurs chimiques. Congestion passive. La congestion passive est la conséquence d'un ralentissement du drainage sanguin veineux. Ça s'appelle une stase aussi. Elle s'accompagnait d'une dilatation passive des veines et capillaires d'une diminution du débit sanguin. Le tissu souffre d'hypoxie. Les cellules endothéliales sont les premières à altérer, ce qui associé à une augmentation locale de la pression hydrostatique produit un œdème. Les organes sont froids, bleu violacé, la même chose comme la cyanose par désaturation de l'hémoglobine, des poids augmentés. La congestion passive peut être localisée d'origine veineuse liée à une stase, à une oblitération, thrombose ou à une compression veineuse. Elle peut aussi être généralisée due à une insuffisance cardiaque. Les conséquences sont différentes selon le type d'insuffisance cardiaque. Congestion liée à une insuffisance cardiaque gauche. Il s'agit d'une incapacité du cœur gauche à évacuer le sang veineux pulmonaire. Elle entraîne une élévation de pression dans la circulation veineuse pulmonaire et des conséquences pathologiques prédominantes au niveau du poumon. Par exemple, le poumon cardiaque. Encore une fois, le poumon cardiaque. Si la stase est aiguë, elle entraîne un œdème aigu pulmonaire réversible. Les poumons sont lourds, crépitants, laissant échapper à la coupe un liquide spumeux, ressemble à de l'écume, parfois hémorragique, avec ou sans épanchement pleural. Microscopiquement, les alvéoles sont inondés par de l'œdème et parfois par des hématies. Les capillaires des cloisons alvéolaires sont gorgés d'hématies.
si la stase devient chronique, elle aboutit à une duration brune du poumon irréversible. Les poumons sont fermes et de couleur briquet brunâtre. Microscopiquement, des siderophages s'accumulent dans les alvéoles. L'hémoxydérine provient de la dégradation des hématites dans les alvéoles, puis apparaît progressivement une dégradation des hématites dans les alvéoles. Une fibrose des cloisons alvéolaires ralentissant les échanges gazeux et une fibrose des parois vasculaires qui accroît l'hypertension dans la circulation pulmonaire. Congestion liée à une insuffisance cardiaque droite ou globale. Elle entraîne une élévation de pression dans l'oreillette droite, les veines caves et sous-hépatiques, et des conséquences pathologiques prédominant au niveau du foie cardiaque. Si la stase est aiguë, le foie est gros, lisse, ferme, rouge sombre, laissant s'écouler la coupe du sang nourâtre par les veines sous-hépatiques dilatées. Les tranches de section montrent une surface de coupe bigarrée, foie muscade. Un ruisseau rougeâtre se détache sur un fond jaune. Microscopiquement, ces ruisseaux correspondent à une dilatation des veines et des capillaires centrolobulaires. Si la stase est importante, l'hypoxie altère les hépatocytes centrolobulaires, entraînent une stéatose, puis une nécrose des hépatocytes. Ces lésions hépatocytaires peuvent confluer d'une zone centrolobulaire, c'est ici, à une autre, mais respectent des zones périportales mieux oxygénées, car recevant le sang de l'artère hépatique. Les lésions régressent rapidement avec le traitement de l'insuffisance cardiaque. Le foie retrouve un volume normal, tout un mois jusqu'à l'épisode suivant de décompensation, foie accordéon, et les pertes hépatocytaires sont remplacées par la régénération hépatocytaire, division des hépatocytes sains. Si la stase devient chronique, apparaît une fibrose systématisée de la paroi de veine et de la capillaire centrolobulaire, puis la fibrose devient mutilante, remplaçant les zones de nécrose hépatocytaire et englobant de dépôts d'hémoxydérine. Au maximum, les zones de fibrose sont confluentes et entourent les territoires périportaux résiduels. C'est la cirrhose cardiaque, rare aujourd'hui du fait d'un traitement plus précoce et efficace de l'insuffisance cardiaque. Des lésions hépatiques similaires au foie cardiaque peuvent se produire en cas d'obstacle. Sur la circulation veineuse sous-hépatique à cause du syndrome de Budd-Chiari, thrombose de gros tronc veineux sous-hépatique. Par exemple ici. Ou de la maladie veino-occlusive, fibrose stéatosante et oblitérante de la paroi des petites veines sous-hépatiques centrolobulaires.
Ah, aussi, c'est induration cyanotique, les signes de congestion passive veineuse dans la rate, splénomégalie. Un autre sujet de notre discussion, c'est l'hémorragie. Donc, on va summariser la congestion. C'est les caractéristiques morphologiques. Macroscopiquement, les tissus congestionnés prennent une couleur bleu rougeâtre sombre. C'est la cyanose. S'il y a un aspect macroscopique de la stase hépatique, c'est ici. Il y a aussi l'aspect microscopique. La stase hépatique aiguë, la stase pulmonaire aiguë, la stase pulmonaire chronique, qui j'ai déjà tiré pour. Donc, hémorragie. Les troubles hémorragiques. L'hémorragie, c'est une issue de sang hors des cavités vasculaires. En fait, les troubles associés à des saignements anormaux découlent inévitablement des défauts primaires ou secondaires des parois vasculaires, des plaquettes ou des facteurs de coagulation qui doivent tout fonctionner correctement pour assurer l'hémostase. En fait, les troubles hémorragiques, beaucoup de fois connectés avec l'hémostase. En tout cas, l'hémorragie est un tissu de sang hors de cavité vasculaire. Il y a l'hémorragie artérielle, sang rouge vif, s'écoulant de manière saccadée. Hémorragie veineuse, sang rouge sombre, s'écoulant de manière continue. Hémorragie capillaire en nappe par érythrodiapédèse. Les circonstances étiologiques sont multiples. C'est peut-être la rupture des vaisseaux ou du cœur, traumatisme externe, rupture d'une paroi fragilisée par une pathologie antérieure, anévrisme artériel, rupture du myocarde par nécrose ischémique. Par exemple, d'infarctus. Destruction d'une paroi artérielle par un processus pathologique extrinsèque, ulcère gastrique, tumeur, comme ici. L'autre circonstance, c'est érythrodiapédèse au travers des parois capillaires altérées. C'est lésion de l'endothélium par des toxines bactériennes à cause de septicémie ou à l'occasion de coagulopathies de consommation lors de divers états de choc ou à cause de certaines inflammations localisées, dites hémorragiques. Type anatomique des hémorragiques. Hémorragie extériorisée, externe, hématémèse, méléna, rectorragie, épistaxis, hémoptysie, plaie cutanée. Hémorragie collectée dans une cavité naturelle, hémothorax, hémopéricarde, hémopéritoine, hémosalpinx. Hémorragie intratissulaire, comme les hématomes, collection sanguine assez importante à bien limitée. Hémorragie interstitielle, comme ecchymose, purpura, pétéchie, dans une taille différente. Par exemple, le pétéchie, le purpura, l'ecchymose. Il y a une évolution des hémorragies localisées. Les hémorragies tissulaires peuvent être évoluer progressivement vers la résorption et la guérison avec réaction inflammatoire et dégradation locale d'hémoglobine.
formation d'hémosidérine et d'autres pigments dérivent de thèmes l'accumulation des pigments. Si l'hémorragie abondante s'est accompagnée d'une nécrose tissulaire, il y a un développement d'une réaction inflammatoire aboutissant à un tissu fibreux cicatriciel tatoué d'hémosidérine, parfois calcifié. En cas d'hématome volumineux, la détertion est soit incomplète. Il se produit alors un enquistement ou parle d'hématome enquisté. Cet hématome est une coque fibreuse entourant de sang dégardé, liquide citrine, teinté d'hémosidérine et renfermant de cristaux de cholestérol. Rarement peut survenir une surinfection avec suppuration. Dans une cavité séreuse, les dépôts de fibrine vont s'organiser en tissu fibreux, épaississant les séreuses et ayant tendance à donner des adhérences ou des symphyses, accolement des fluides viscéraux et pariétaux de la séreuse. Les conséquences d'hémorragie, il y a beaucoup de variantes en fonction de l'importance de leur siège. Par exemple, c'est un choc hypovolémique en cas d'hémorragie abondante et rapide. Anémie fériprive si les hémorragies sont épachées dans le temps lent. Destruction d'un tissu fonctionnellement vital pour l'organisme, dilacéré par l'hémorragie, par exemple l'hémorragie intracérébrale ou surrénalienne. Compression gênant la fonction d'un viscère, par exemple l'hémopéricarde provoquant d'une insuffisance cardiaque aiguë, tamponnade cardiaque. Hématome extradural ou épidural, comprimant le cerveau. On va discuter maintenant sur le sujet de l'état de choc. L'état de choc ou collapsus cardiovasculaire est une défaillance circulatoire aiguë avec hypoperfusion généralisée des tissus. Elle entraîne rapidement des lésions tissulaires par anoxie initialement réversible, mais dont la persistance aboutira à l'apparition de lésions tissulaires irréversibles et au décès. Mécanisme des états de choc. Selon le mécanisme mis en jeu, les états de choc sont classés en choc hypovolémique par diminution du volume sanguin, hémorragie, perte plasmatique des grammes brûlés, perte hydrosodée par vomissement ou diarrhée. Le choc cardiogénique par diminution des débits cardiaques. On peut développer comme l'insuffisance cardiaque, arrêt de la circulation cardiaque par embolie pulmonaire. Choc par vasodilatation généralisée, c'est le choc septique. Choc neurogène, par exemple l'accident anesthésique ou traumatisme médullaire. Choc anaphylactique, choc toxique. La morphologie des lésions de choc. Il s'agit essentiellement de lésions époxiques, d'abord réversibles, puis irréversibles,
entraînant la mort cellulaire si l'état de choc s'est prolongé. Certains organes sont préférentiellement touchés. Le système nerveux central. Dans ce cas, il y a une encéphalopathie ischémique généralisée ou plurifocale, puis ramollissement cérébral. Le myocarde. Il y a une ischémie, puis nécrose localisée ou généralisée. Le muqueuse gastrico-intestinale. Lésions ischémiques multifocales coexistant avec des territoires sains, ulcération de stress, l'érosion gastrique, le résultat d'ischémie et absence de résistance contre l'acide hydrochlorique. Reine. Nécrose tubulaire aiguë. Les cellules épithéliales tubulaires sont très sensibles à l'anoxie et aux toxines. Morphologiquement, nécrose des cellules de tube d'œdème interstitiel et congestion. Les poumons atteignent surtout sévères dans les étapes du choc septique, dommages alvéolaires diffuses, responsable d'un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Le foie, dans les régions centrolobulaires, nécrose ischémique et nappe de hépatocytes, stéatose, signe d'hypoxie. Le thrombose et maladie thromboembolique. La thrombose correspond à la coagulation du sang dans une cavité vasculaire, cœur, artère, veine capillaire au cours de la vie. Le thrombus a ainsi formé exclut par définition les caillots sanguins formés après la mort, caillots post-mortem ou cadavériques, ou collection de sang coagulé hors d'une cavité vasculaire, c'est un hématome. Donc, c'est un exclu par définition. Pathogénie de la formation de thrombus. 3 facteurs principaux dont l'importance respective varie selon les situations pathologiques interviennent dans la formation d'un thrombus. C'est la triade de Virchow. La triade de Virchow accorde de la thrombose. Ça dépend de l'intégrité de l'endothélium, facteur pariétal, et de l'élément principal. Une agression de l'endothélium peut aussi modifier le flux circulatoire local, facteur hémodynamique, et la coagulabilité, facteur sanguin. De leur côté, des modifications de flux sanguin, turbulences, stase, peuvent être responsables de lésions endothéliales. Ces facteurs peuvent être isolés ou interagir pour entraîner la formation d'un thrombus. Les thromboses intercardiaques, elles peuvent être déclenchées par une stase thrombus dans l'oreillette gauche en amont d'un rétrécissement mitral, comme ici. Thrombose auriculaire dans la fibrillation auriculaire. On retrouve souvent un facteur pariétal causal.
Thrombus mural développé sur une zone d'infarctus du myocarde, par exemple, comme ici. Thrombus sur les valvules cardiaques altérées par une infection bactérienne, on appelle ces thrombus de végétation. Le principal risque évolutif est l'embolie. Donc voici un autre type de thrombose artérielle. Elles sont essentiellement déclenchées par le facteur pariétal, c'est-à-dire l'altération de la paroi artérielle au minimum, l'altération du sol endothélium. La cause principale est l'athérosclérose. Moins fréquemment, elles peuvent être la conséquence d'atteinte inflammatoire primitive de la paroi artérielle. Par exemple l'artérite ou angite, une formation des parois, d'anévrisme, comme ici, c'est un anévrisme aortique. Les localisations les plus fréquentes correspondent aux artères les plus touchées par athérosclérose: aorte, artère de membrane inférieure, coronaire, carotide, artère rénale, artère mésentérique, artère cérébrale. Les principales conséquences sont ischémie locale et le risque d'embolie dans la grande circulation. Thrombose capillaire. Elles sont favorisées par la stase et par les lésions endothéliales, anoxie, état de choc ou effet de toxines. Elles sont généralement multiples à l'occasion du syndrome de coagulation intravasculaire disséminée. Ce syndrome est caractérisé par la présence dans le lit vasculaire microcirculatoire de multiples thrombus fibrinoplaquettaires. Il est habituellement associé à un syndrome biologique de coagulopathie de consommation avec pour conséquence des phénomènes hémorragiques diffus. Les étiologies d'une CVD sont variées: septicémie à bactéries gram-négatives, état de choc, embolie amniotique, traumatisme sévère, toxines, etc. Elles siègent préférablement dans certains organes: poumons, glomérules rénaux, cerveau, foie. De fois, le résultat de coagulation intravasculaire disséminée, on peut en démontrer dans l'organe extérieur. Par exemple, à gauche, il y a un purpura rétiforme, sous forme sévère purpura fulminante. C'est l'hémorragie est passée avec les zones de nécrose cutanée à une CVD causée par une septicémie à gram-négatif. Microscopiquement, des fois, on peut trouver le dommage de érythrocytes. À droite, on peut trouver le frottis sanguin avec schistocytes. C'est érythrocytes fragmentés qui a la forme irrégulière dentelée en deux extrémités pointues. L'embolie. L'embolie est la circulation d'un corps étranger, exogène ou endogène, dans le courant circulatoire et son arrêt dans un vaisseau trop petit pour lui livrer passage. Le corps étranger prend le nom d'embole. Le point d'arrêt est déterminé par le lot d'origine et par le diamètre de l'embole. Il résulte que ce point est situé nécessairement dans une partie du système circulatoire sanguin où le calibre des vaisseaux va en diminuant. Le système artériel,
y compris pulmonaires. À noter que les embolies sont également possibles dans le système circulatoire lymphatique, avec un rôle capital dans le processus de métastase. Embole chronique, le thrombus sanguine, il correspond à la majorité des cas thromboembolie. Correspond à la majorité des cas. 94%. Il s'agit d'un fragment de thrombus qui migre dans le courant circulatoire. Les thromboses les plus emboligènes sont les thromboses de veines des membres inférieurs du pelvis, les thromboses cardiaques, risque augmenté si arythmie, les thromboses d'anévrisme artériel, les thromboses artérielles à proximité d'une bifurcation carotide. Autre embole beaucoup plus rare, c'est embolie par liquide amniotique, embolie athéromatose, dite de cholestérol par migration d'un fragment de plaque athérosclérose ulcérée, embolie tumorale néoplastique, agrégat de cellules cancéreuses circulant dans le système lymphatique ou vasculaire sanguin qui constitue le mode de dissémination à distance de tumeurs malignes. Embolie grasseuse. Il s'agit en fait souvent d'une embole de moelle osseuse à partir d'un foyer de fracture ou éventuellement de l'injection intraveineuse inappropriée d'une substance huileuse. L'embolie gazeuse, blessure vasculaire avec introduction d'air, accident de décompression, par exemple ici c'est hémorragie pétéchiale dans le cervelet. Embolie gazeuse avec la boule de gaz dans ce nitrogène, dans le gaz dans la microvascularisation. L'embolie aussi pulmonaire avec la moelle osseuse, c'est là une thrombose est bloquée dans une artère pulmonaire distale. Les cellules visibles dans la partie gauche de l'embole sont des cellules hématopoïétiques mêlées à des adipocytes médulaires. La zone rosée, relativement uniforme à droite, correspond à un thrombus récent. Aussi, il y a un type d'embolie, c'est l'embolie par le corps étranger, par exemple le matériau médical, cathéter, etc. L'embolie parasitaire ou microbienne, par exemple, embolie septique à partir d'une endocardite. Les trajets des emboles. Ici, vous pouvez trouver le schéma de l'embolie pulmonaire. L'embole s'arrête en aval de son point de départ dans un vaisseau de diamètre insuffisant pour le laisser passer. À partir de thromboses de veines de la grande circulation, veines de membres inférieurs, plexus pelvien, veine cave inférieure, l'embole remonte vers le cœur droit. Elle se bloque dans une branche de l'artère pulmonaire. Si l'embole est volumineux, il se bloque dans le tronc de l'artère pulmonaire ou dans l'artère pulmonaire droite
gauche. Les emboles plus petits se multiplient, se bloquent dans la petite artère pulmonaire distale intraparenchymateuse. Exemple aussi, une embolie pulmonaire. Volumineux embole provient d'une thrombose veineuse profonde des membres inférieurs, bloquée au niveau d'une bifurcation artérielle pulmonaire. C'est le trajet normal. À partir de thromboses des cavités cardiaques gauche, par exemple l'oreillette, ventricule et des artères aorte, iliaque, carotide, les emboles cheminent dans la grande circulation. L'embole s'arrête dans une artère des membres inférieurs, des reins, de la rate, du cerveau, du foie, etc. Puis il y a aussi le problème avec le trajet anormal. Exceptionnellement, l'embole suit un trajet anormal. C'est l'embolie paradoxale. L'embole court-circuite le système artériel pulmonaire et passe du système veineux, le corps droit, vers le système artériel, corps gauche, empruntant une communication anormale entre les cavités cardiaques, communication interauriculaire. Sur la localisation, souvent à l'occasion d'une inversion du flux à travers de la communication par augmentation de pression dans l'oreillette droite lors d'une embolie pulmonaire. Trajet rétrograde par inversion du flux sanguin normal, cas de petite embole néoplastique. Les conséquences des embolies sont avant tout déterminées par le siège de l'embolie et par la taille de l'embole. Dans les embolies non chroniques, la nature de l'embole peut avoir des conséquences particulières. Par exemple, l'embolie pulmonaire peut faire la mort subite par embolie massive dans le tronc de l'artère pulmonaire. L'interruption de la circulation entraîne l'arrêt cardiaque. Insuffisance cardiaque droite aiguë si une seule artère pulmonaire ou grosse branche artérielle est occlusée. Insuffisance cardiaque chronique appelée cœur pulmonaire chronique à la suite de multiples petites embolies pulmonaires distales, souvent passées inaperçues. La réduction du lit vasculaire entraîne une augmentation de résistance pulmonaire à une hypertension artérielle pulmonaire. On considère que plus de 60% des embolies pulmonaires sont cliniquement silencieuses. L'embole de petite taille touche une artère pulmonaire de petit calibre sans conséquence en aval, pas d'infarctus. L'embole s'organise selon un processus similaire à celui décrit précédemment pour une thrombose incorporée à la paroi artérielle. Embolie artérielle peut faire les autres résultats. Elle entraîne une règle générale d'apparition en aval du point d'arrêt de l'embole, des phénomènes ischémiques aigus aboutissant à un infarctus. Selon la nature de l'embolie, certaines conséquences particulières sont observées plus fréquemment. Embolie grasseuse multiple après une fracture du fémur, par exemple. Détresse respiratoire aiguë, lésion ischémique cérébrale. Embolie gazeuse, lésion d'ischémie cérébrale. Embolie amniotique,
sévère. Risque de coagulation intravasculaire disséminée, CVD. Embolie tumorale, développement d'une métastase à point d'arrêt des emboles. Embolie septique, formation d'un foyer infectieux suppuré à point d'arrêt de l'embole, formation d'abscesse. Infarction. Ischémie, infarctus, infarctusement hémorragique. Donc, infarctus, c'est un foyer circonscrit de nécrose ischémique dans une viscère consécutif à une obstruction artérielle complète et brutale. Historiquement, ce terme a été choisi par Laennec pour décrire la lésion dans le poumon, du latin infarcere, rempli de sang. En fait, beaucoup d'infarctus ne sont pas associés à une inondation hémorragique du territoire de nécrose. Il existe ainsi deux variétés d'infarctus. C'est l'infarctus hémorragique ou infarctus rouge. Il y a aussi l'infarctus ischémique ou infarctus blanc. La distance d'infarctus, c'est la cicatrisation avec la formation de sclérose focale. Des fois, il y a la possibilité de ramollissement quand le désigné infarctus blanc cérébral qui prend très rapidement une consistance très mouillée. Les gangrènes sèches, infarctus localisé d'une extrémité, par exemple l'orteil, membre, nez, oreille, consécutif à l'oblitération d'une artère terminale. Et les suppurations par surinfection ou lors d'un infarctus après migration d'un bol septique. Merci pour votre attention. Passez une belle semaine. Au revoir.